L'actualité mondiale de la semaine, passée au crible fin sur News 24 à travers cette autre sortie d'International. À tous et à toutes, bienvenue. Ghislain Kougan, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir renouvelé, Donald. On va tout de suite attaquer le premier sujet. Il s'agit bien sûr du Burundi où Pierre Nkurunziza, président sortant, a été réélu sans surprise au premier tour pour un troisième mandat consécutif, jugé contraire à la Constitution par ses adversaires. On regarde. C'est officiel au Burundi, le président sortant, Pierre Nkurunziza, a été réélu dès le premier tour pour un troisième mandat controversé. Ce vendredi, il a été proclamé vainqueur de l'élection avec 69,4% des voix par la commission électorale. L'opposition a dénoncé les résultats, jugeant que la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat violait la Constitution. Elle avait appelé à boycotter le scrutin qui s'est tenu mardi. La mission d'observation de la communauté est-africaine a jugé que le scrutin n'avait pas répondu aux normes d'une élection libre, équitable et crédible. Les résultats n'ont suscité aucune réaction dans la capitale Bujumbura, qui a été le théâtre de manifestations quasi quotidiennes jusqu'à la mi-juin et où continuent des violences politiques. Un peu plus de 69% des suffrages exprimés, cela voudrait-il dire que Pierre Nkurunziza a acquis la légitimité du peuple burundais? Bien évidemment, si on s'en tient au verdict des urnes, eh bien, Pierre Nkurunziza a été plébiscité par le Burundi. Maintenant, la question que vous posez nous amène à scruter un peu l'environnement de l'élection présidentielle au Burundi. Eh bien, on sait très bien qu'on n'arrive pas à s'entendre sur fallait-il aller à l'élection présidentielle au Burundi, fallait-il attendre le bon moment, eu égard justement aux dérives subséquentes, notamment l'ambiance qui n'était pas toujours apaisée. Eh bien, le résultat est celui que tout le monde connaît, avec un taux de participation de 73%. Il faut quand même relever que Pierre Nkurunziza a remporté l'élection présidentielle dans 16 des 18 provinces que compte le pays. Eh bien, il a été élu. Maintenant, on peut revenir sur la question de la constitutionnalité de cette élection, avec notamment le fait que l'élection présidentielle briguée par Pierre Nkurunziza est, si vous voulez, anticonstitutionnelle, parce qu'il n'avait pas le droit de briguer un nouveau mandat. Malgré tout, l'opposition burundaise est quand même allée au vote. Les positions qu'elle occupe au sortir de ce scrutin sont-elles surprenantes? Bien évidemment, surprenante parce que l'opposition est allée en disperser. Vous savez, l'opposition est allée juste pour qu'on ne dise pas que vous avez pratiqué la politique de la chaise vide avec 19%, dont d'ailleurs le principal opposant a fait part après de ce qu'il ne reconnaissait pas cette élection présidentielle, bien qu'ayant pris part à la partie, ce qui est un peu confus, mais on peut comprendre le fait de participer. Pourquoi? Pour ne pas être taxé par après d'avoir fait de la politique de la chaise vide. Maintenant, la question c'est comment construire un gouvernement avec autant de divisions, que ce soit à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Vous savez que la communauté internationale, je parle du Pays-Bas, de la Belgique, de l'Union européenne, qui sont les principaux bailleurs de fonds pour ce qui est du Burundi, ne sont pas d'avis avec ce qui s'est passé. L'ONU parle d'élections pas crédibles, les États-Unis également, donc ça va devenir compliqué pour la suite de Pierre Nkurunziza. Peut-être qu'on aurait souhaité voir les États-Unis, les citoyens américains venir renforcer le vote en tant qu'électeurs. Malheureusement, le taux de participation annoncé par la CENI est de 73,44%. C'est quand même un taux de participation record. Bien évidemment, c'est intéressant, mais on vous dira que à Bujumbura, ce sont davantage les militaires qui ont voté. Alors les militaires, ça veut dire que ce sont des gens qui sont acquis à la cause du pouvoir en place. Vous savez, quand on parle de 73%, si on estime que si on enlève l'environnement quelque peu bouillonnant, on peut dire que l'élection, elle s'est bien passée, elle est crédible. Parce que l'ONU, qui a supervisé les élections, dit que l'élection était apaisée, mais pas crédible. Quand on parle de ce qui n'est pas crédible, on peut estimer qu'on a bourré les urnes. Qu'est-ce qu'on entend par une élection qui n'est pas crédible? On parle du bourrage des urnes et ainsi de suite. Comme quoi, c'est le gouvernement qui a organisé et dont Pierre Nkurunziza était bien parti pour empiler. Alors, peut-on espérer un retour au calme après ce scrutin? Je pense que la tempête va passer.
on voit très bien les États-Unis qui envisagent des sanctions contre le Burundi, l'Union européenne qui dit être prête à lancer une longue procédure qui va déboucher sur la suspension de son aide au profit du Burundi. On voit les Pays-Bas, la Belgique qui ont déjà gelé une partie de leur aide au profit du Burundi. Mais je pense que c'est encore trop chaud, l'opposition s'agite, les gens ne sont pas d'avis, il y a des protestations par-ci et par-là, mais laissons la tempête passer, et puis après 2-3 mois, je pense qu'on va revenir à de meilleurs sentiments, et vous verrez que Pierre Nkurunziza sera le président du Burundi et va gouverner paisiblement. La situation n'est pas inédite pour le Burundi, partout c'est comme ça. Après l'élection présidentielle, on dit, il y en a qui ont 37 ans au pouvoir, il y en a qui ont 33 ans au pouvoir, mais après c'est toujours un peu chaud. Mais après, la tension baisse et puis on revient à de meilleurs sentiments. Tout compte fait, c'était le premier tour de l'élection. Donc, on espère cette fois-ci que le deuxième tour va se dérouler dans les mêmes conditions et que finalement, il sera réélu. Il va briguer un troisième mandat. Non, je pense qu'il a déjà brigué un troisième mandat. Parce que quand il a 66% au premier tour, ça veut dire qu'il a une majorité absolue. C'est fini, c'est liquidé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a été élu au premier tour. Il n'a pas eu un challenger capable de la mener au second tour. C'est vrai que, je comprends votre question, la configuration électorale au Burundi est différente du Cameroun. Au Cameroun, nous avons par exemple un seul tour. Au Burundi, il y a une possibilité, il y a 2 tours. Sauf qu'il n'y a même pas la possibilité d'aller au second tour ici parce qu'il a remporté, il a battu tous les ses petits opposants au premier tour. Alors voilà le président Nkurunziza qui a donc brigué un troisième mandat, on va le dire comme ainsi. Maintenant, il y a un autre pays qui nous intéresse, c'est le Congo-Brazzaville, où la présidentielle doit se tenir en juillet 2016. Mais le sujet agite déjà la classe politique après le dialogue national organisé par le pouvoir à Sibiti et boycotté par une partie de l'opposition. Les opposants se réunissent à leur tour à Brazzaville. Pourquoi l'opposition congolaise conteste l'idée de dialogue national initiée par le président Sassou? Simplement parce que la réponse, ou alors le communiqué officiel qui résulte du dialogue national initié entre le 13 et le 17 juillet par le président Sassou Nguesso fait part d'un appel à la modification de la Constitution. Et donc, il ressort de ce dialogue national que le président Sassou Nguesso peut être appelé à briguer un nouveau mandat. Or, on sait très bien que la Constitution ne le lui permet pas. Donc, c'est un peu le même cas qu'au Burundi, sauf que Denis Sassou Nguesso est quand même au pouvoir depuis plusieurs décennies déjà. Donc, voilà ce qui se passe. Et donc, le dialogue qui a été mené par le président Sassou, c'était de voir si effectivement, au sein de la population congolaise, il y avait une volonté de le soutenir. Eh bien, c'est ce qui ressort, dit-on, du dialogue national. C'est la raison pour laquelle l'opposition estime que le pouvoir a dialogué avec lui-même. Parce que le résultat des concertations avec soi-disant les forces politiques, religieuses, la société civile et bien d'autres ont débouché sur une situation, sur un fait, une occurrence favorable au président Denis Sassou Nguesso, d'où la volonté de l'opposition de faire ce qu'elle a appelé un dialogue alternatif. Alors, l'option référendaire pourrait tout de même faire l'unanimité puisque c'est le peuple qui tranche directement. Oui, mais si à chaque fois il faut qu'on fasse recours à l'option référendaire, et quand on sait que le référendum c'est quoi? C'est un vote, qui organise le vote, c'est le pouvoir en place, et vous savez très bien que quand on organise ce n'est pas pour perdre, même si vous pouvez évoquer ici l'exemple nigérian, qui est très significatif mais qui est très limité. Donc on estime que pourquoi aller à un référendum si la Constitution vous dit qu'après 2 mandats vous partez? Voilà, ça fait c'est un peu amusant. Et puis on va écouter le président congolais. Je pense que la Constitution qui va donc donner son point de vue par rapport à tout ce qui se passe autour de ce dialogue national. Je pense que la Constitution actuelle peut être améliorée. Et voilà pourquoi je pensais qu'il faut laisser ce débat se dérouler dans le pays au niveau des partis politiques. Pas seulement au niveau de la société civile, au niveau du peuple tout entier. Naturellement, puisqu'il s'agit de la Constitution. Et à l'issue de ce débat, il faut que le peuple tout entier se prononce par référendum. Oui. Je vais prendre un exemple. Le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée ne peut pas émettre de motion de censure
contre le gouvernement. Aujourd'hui, l'Assemblée est tenue majoritairement par le parti au pouvoir et ses alliés aujourd'hui. Si un dirigeant de l'opposition arrivait aux affaires à l'issue des élections 2016, eh bien, il ne pourrait même pas gouverner. Il ne pourrait pas gouverner parce qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée pour appeler à d'autres élections. Je donne un exemple, il y en a plusieurs. Si la Constitution est changée, je ne sais pas dans quel sens elle le serait, mais aujourd'hui, on parle de la Constitution. Et la tendance est toujours à vouloir lier le débat constitutionnel à la personne du président. Non, il faut parler des institutions et de l'avenir de ces institutions pour qu'elles soient stables et durables. Alors, à l'écoute du président Sassou Nguesso, ne voudrait-il pas mieux garder la Constitution en l'état et laisser à son successeur la possibilité de pouvoir la réviser pour intégrer ce qui a été identifié à Sibiti? Bien sûr, mais vous savez très bien que quand on est au pouvoir, on ne veut pas le céder, et surtout quand on estime qu'on a un boulevard et qu'on a les faveurs de la, je sais pas moi, des caciques de la sous-région ou bien de nos maîtres d'antan. Je pense que la question congolaise aujourd'hui, quand on revoit la volonté notamment du président Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat, je pense que d'ailleurs le dialogue en briguant un nouveau mandat, il devra également modifier l'article 57 qui limite l'âge pour la présidentielle à 70 ans. Donc il y a deux variantes. La première variante, c'est qu'il doit modifier la Constitution pour se représenter, mais la deuxième variante, c'est qu'il doit modifier l'article 57 qui limite l'âge pour être candidat à l'élection présidentielle à 70 ans. Or, Denis Sassou Nguesso a 71 ans. Donc même sur le plan de l'âge, il est disqualifié toujours par la Constitution de son pays. Alors, vous me direz, les lois sont faites pour être changées, améliorées, mais pourquoi est-ce qu'on pense sur le continent africain que les lois ne peuvent être améliorées que lorsqu'elles permettent à un président qui a déjà fait 2 mandats de rempiler? Il a, je pense, plus de 20 ans au pouvoir. Je pense que c'est énorme, 27 ans, je crois. Donc, la question va être considérée. Je pense que les jours à venir, l'opposition estime également fait part de ce qui ressort de son dialogue alternatif au pouvoir pour qu'on puisse échanger. Donc, je pense que on a l'élection présidentielle, c'est en octobre 2016, et on aura suffisamment de temps pour discuter. Je pense que l'avenir sera compliqué au Congo si l'on se réfère justement à ce qui s'est passé au Burkina, parce que quand on écoute concrètement et très attentivement les déclarations de l'opposition congolaise et de la société civile, je pense qu'elle s'inspire de l'opposition et même la société civile déjà de l'exemple burkinabé. Ça, c'est un rendez-vous à prendre et surtout matière à réflexion en ce qui concerne le Congo. Maintenant, on va au Soudan. Le président soudanais s'est rendu à Nouakchott pour un sommet sur la Grande Muraille Verte, un projet pour stopper l'avancée du désert visé par un mandat d'arrêt international. Omar El-Béchir n'a pas été inquiété en Mauritanie. Alors, pourquoi Omar El-Béchir ne devrait pas être inquiété en Mauritanie alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international? Simplement parce que la Mauritanie n'est pas un pays signataire du traité de Rome, qui est fondateur de la Cour pénale internationale, notamment la CPI. Donc à partir de ce moment, le pays, la Namibie, n'a rien à voir avec la CPI, ne doit pas se plier aux injonctions de la CPI, parce que justement, elle ne reconnaît pas la CPI comme étant apte à lui dicter la démarche à suivre, contrairement à l'Afrique du Sud, qui était signataire justement de ce traité de Rome. Donc le déplacement du président Omar El-Béchir du côté de la Namibie pour ce sommet de la Mauritanie, pour ce sommet sur l'environnement, si vous voulez, est beaucoup plus aisé. Il va très galant par rapport notamment à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Alors la présence de Omar El-Béchir aux côtés des présidents du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, du Tchad et de la Mauritanie justement, pourrait démontrer que le Soudan n'est pas totalement isolé par ses pairs africains. Bien évidemment. D'ailleurs, il y a une pétition qui a circulé. Les présidents ont demandé, notamment à la CPI, je crois, de lever son mandat d'arrêt contre le président El-Béchir, un mandat qui court depuis 2009. Vous savez qu'Omar El-Béchir est accusé de génocide au Darfour, qui est un génocide qui a fait plus de 300 000 morts et près de 2 millions de déplacés. Donc, je pense qu'au cours de la rencontre, les présidents réunis ont décidé justement de demander à la
CPI, notamment de lever ce mandat d'arrêt. Vous savez très bien que l'Union africaine s'était opposée à cette volonté de la CPI de poursuivre les présidents qui sont encore en exercice. L'exemple du président kényan, des présidents kenyans, Kenyatta, et puis son vice-président William Ruto également. Alors, la CPI s'entête tout de même à poursuivre, à continuer ses poursuites contre Omar El-Béchir qui est en fonction. Pourquoi cet entêtement de la CPI? Pourquoi cet entêtement? La question se pose. Beaucoup d'observateurs et même d'analystes s'interrogent sur la volonté de la CPI de toujours s'acharner sur les plénipotentiaires africains. Non pas pour dire qu'Omar el-Béchir est libre, est blanc comme neige, mais pourquoi justement s'acharner sur les présidents africains alors qu'on sait qu'il y en a outre-Atlantique qui ont commis des exactions, notamment en Libye, qui ont des responsabilités établies en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pour le moins, qui ne sont pas interpellés pour dire quelque chose sur cette situation-là, qui par contre, aux grandes dames de tout le monde, veulent plutôt briguer une nouvelle fois la magistrature suprême de leur pays sans que l'on puisse interroger leurs responsabilités quelconques dans ces exactions qui ont trucidé la Libye et à une bonne mesure la Côte d'Ivoire. Au Somalie, 6 morts dans un attentat Shebab contre un hôtel de Mogadiscio. Une attaque à la voiture piégée contre un hôtel de Mogadiscio revendiquée par les islamistes somaliens Shebab a fait 6 morts dimanche dernier, illustrant la menace toujours incarnée par les insurgés. L'attaque est survenue au moment où Barack Obama quittait le Kenya voisin. On regarde. Les Shebab revendiquent l'attentat perpétré hier contre l'un des hôtels les plus protégés de Mogadiscio, la capitale de la Somalie. L'explosion d'une voiture piégée a fait au moins 13 morts, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Les djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont frappé l'établissement de Jazeera, fréquenté par des membres du gouvernement et des représentations diplomatiques, peu de temps après le départ du président américain Barack Obama du Kenya voisin. Traqués par l'AMISOM, la force de l'Union africaine déployée en Somalie, les Shebab multiplient les assassinats et les opérations de guérilla. Alors, les Shebab voulaient-ils signifier qu'ils ne sont pas affaiblis comme les juge le président américain Barack Obama? Bien évidemment, ils ont voulu simplement saisir l'opportunité de la visite du président américain pour lui faire comprendre que malgré toute l'organisation qui est mise sur pied pour les combattre, ils sont bien évidemment présents et ils comptent faire entendre leur voix. Et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi sur le plan symbolique de frapper cet hôtel Jazeera qui s'inscrit comme étant un élément qui permet notamment aux Shebab de faire comprendre qu'ils sont bel et bien présents. Parce que l'hôtel est le lieu où on a les ambassadeurs, les ministres, où les parlementaires sont logés. Et donc, frapper l'hôtel, c'est vraiment vouloir faire véritablement mal au pouvoir somalien. Les insurgés ont affirmé avoir agi en représailles à de récentes offensives menées contre eux dans le sud somalien. Cela voudrait-il dire que la MISOM a les arguments nécessaires pour contrer la menace Shebab? Bien sûr, la MISOM, c'est quand même 22 000 hommes qui se déploient dans ce sillage Éthiopie, Kenya et puis Somalie pour combattre les Shebab. Et l'Éthiopie compte 4 400 hommes dans cette mission de la MISOM qui combat contre les Shebab, notamment dans cette sous-région-là. On peut donc comprendre évidemment que le travail de la MISOM porte ses fruits. C'est la raison pour laquelle depuis 2 ans, le phénomène des Shebab est réduit. Aujourd'hui, on les relève par à coup, ils font des opérations un peu à des guérillas, des opérations spontanées, un peu la tactique de la terre brûlée, dont les Shebab ne sont plus de manière prononcée, visibles sur le terrain. Les Shebab sont réduits sur le plan logistique, sur le plan même des moyens. Et donc, on peut estimer que la mission, le travail de la mission porte ses fruits. Et c'est la raison pour laquelle le président somalien a réitéré que l'ensemble de la coalition est bien parti pour gagner le combat contre ce groupe, les Shebab. Les Shebab sont donc défaits sur le front militaire. Mais est-ce que l'Amérique de Barack Obama ne devrait pas accentuer des attaques de drones contre les Shebab dans le pays de la Corne d'Afrique?
Justement, je pense que accentuer, c'est vrai, parce que c'est déjà ce que font les États-Unis, mais à partir du moment où Barack Obama est venu en visite, c'est aussi l'occasion de discuter avec les dirigeants de ces pays-là, de voir comment accentuer justement la croisade contre les Chebabs, et pas seulement contre les Chebabs, contre les autres formes de terrorisme qui se développent dans cette partie-là, notamment en Somalie, Kenya, Éthiopie et puis toute la sous-région. On peut donc estimer que Barack Obama rentrera aux États-Unis et prendra des mesures draconiennes avec la coalition pour tordre le cou définitivement au groupe Chebab. L'État islamique, les Chebabs, Boko Haram, c'est quand même un peu trop pour l'Afrique. Bien sûr, c'est énorme pour le continent africain qui déjà, sur son plan interne, n'arrive pas à s'organiser elle-même. S'il faut en plus de cela faire face à toutes ces menaces-là, c'est difficile pour le continent africain, même sur le plan financier, même sur le plan organisationnel, et surtout sur le plan de la volonté politique de travailler contre l'élimination de ces groupes. Et on sait très bien que le fait que ces groupes prospèrent sur le continent africain, les Européens, les Occidentaux ne sont pas pour rien, pas forcément volontairement, et donc d'où la volonté conjuguée de toute la communauté internationale pour venir à bout de ces groupes terroristes qui ensanglantent le monde. La communauté internationale doit donc beaucoup travailler sur la volonté politique pour éradiquer ce mal qui est le terrorisme. Mesdames, Messieurs, c'était pour vous International de cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre sortie, toujours avec le même décor. Ghislain Kougan, toujours présent pour décrypter et analyser l'actualité mondiale de la semaine.